Bonjour, bienvenue à la prépa ISP pour le concours de la DGSE, une vidéo qui propose un corrigé du sujet de notes de synthèse du concours 2023. Alors, d'un point de vue pédagogique, il est important non seulement pour un dossier de savoir identifier les éléments importants pour en faire un plan, mais également, bien sûr, d'apprendre à lire le dossier. C'est pour ça que dans un but pédagogique, avant de vous proposer un plan relativement détaillé avec les principaux points, nous commencerons déjà par analyser les différents documents du dossier. Alors, il n'est pas inutile de rappeler ce qui est dit, à savoir que c'est une épreuve consistant en la rédaction d'une note de synthèse établie à partir d'un dossier. Bon, là on a un dossier de 30 pages, qui est assez classique, portant sur un sujet économique ou politique, de relations internationales ou de société, pouvant comporter des graphiques et données chiffrées de 30 pages maximum. Le maximum atteint, permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions, à formuler des propositions. Épreuve d'une durée de 4 heures, coefficient 5. La première chose, c'est que pour faire une synthèse, consacrer au moins la moitié du temps, je dirais même plutôt 60% à la lecture du dossier. On verra qu'il s'agissait ici d'un sujet de relations internationales, à savoir les caractéristiques et les enjeux stratégiques du développement du New Space, dans le cadre d'une nouvelle course à l'espace à l'échelle internationale. Point qu'on précise tout de suite, vous voyez qu'il y a 2 points qui sont consacrés aux qualités rédactionnelles, c'est-à-dire la syntaxe, la structuration, l'orthographe. Structuration, ça veut dire qu'il faut faire un plan avec des titres apparents, c'est préférable. Alors je sais qu'il y a les copies sans titre apparent ou sous-titres apparents, mais nous, à la prépa ISP, nous considérons que plus tout ça est clair, plus c'est évidemment préférable. Et pour le reste, c'est l'orthographe, la syntaxe, donc les fautes de grammaire, d'accords ou simplement de vocabulaire. Alors, voyons tout d'abord ce dossier et notamment la liste des documents. On notera qu'il y a un ensemble de pays qui sont évoqués. On a par exemple le document sur la France, qui est le document 1. On a également la stratégie spatiale française, qui est le document 8. On a la Chine, le document 10. On a la Russie, le document 6. On a l'Inde, le document 5. On a également des acteurs privés comme SpaceX. Ça veut dire une chose, c'est qu'on voit déjà d'emblée qu'une des questions qui va se poser, c'est celle des acteurs de cette course à l'espace, longtemps qui était l'apanage des États. Ça, c'est les connaissances extérieures dont vous pourrez bénéficier, que vous pourrez utiliser pour la connaissance du dossier, mais également l'apparition, donc, au-delà des acteurs internationaux, des relations internationales des États, ces acteurs privés. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade de lecture du document? Ce qu'on voit qu'il y a des questions, par exemple, sur les lanceurs spatiaux, Ariane 6, donc la course à l'espace a plusieurs aspects. Être capable, bien sûr, de conquérir l'espace, ça c'est un point dont on peut se douter, mais qui reviendra dans le dossier de manière récurrente, la colonisation de l'espace, qui en a qu'un assez balbutiement. Je rappelle que l'homme sur la Lune, c'est 1969, c'est Lance Armstrong, et que depuis, il n'y a pas eu beaucoup de missions lunaires, même si un certain nombre de projets. Mais c'est également la capacité de disposer des moyens techniques, la technologie des lanceurs. C'est également des questions qui se posent en termes diplomatiques. Regardez le titre de document 5, facteur de la puissance indienne. Donc l'idée d'une compétition internationale qui s'exprime à travers la course à l'espace, on peut se douter d'ailleurs dans le titre, est quelque chose déjà d'implicite. Pour la lecture des documents, c'est assez, vous avez le choix, soit vous lisez dans l'ordre, soit dans l'ordre que vous préférez. À ce stade, je dirais qu'il n'y a pas de document qui appelait à avoir forcément une approche privilégiée, à avoir avant les autres, parce qu'il vous aura donné une vue d'ensemble. Alors, page 1 du document, prendre toute autre part dans la nouvelle aventure spatiale. Il y a plusieurs choses. Déjà, on sait le budget de la France, puis c'est présenté de façon très claire, 1,5 milliard d'euros. On sait ensuite qu'il y a la notion de filière spatiale. La filière spatiale, c'est-à-dire que c'est un secteur de développement économique. Point important, donc on apprend qu'il y a également des enjeux économiques. Les 3 axes stratégiques permettent à la France un accès à l'autonomie à l'espace, c'est-à-dire que c'est une question de souveraineté, disposer de l'ensemble des éléments de la filière. On verra dans le document, on y reviendra. Sur les constellations, alors on ne sait pas ce que sont les constellations, en fait c'est les constellations de satellites, vous retrouvez page 5, là aussi c'est quelque chose qui est assez classique. Vous pouvez ne pas tout avoir dans un document et avoir des éléments qui seront explicités par la suite. Et ensuite, les nouveaux marchés et les nouveaux usages du spatial. On voit aussi que ce ne sont pas seulement des enjeux stratégiques, ça peut être des enjeux de télécommunication. Typiquement, on le verra avec SpaceX, par exemple, pour l'accès au réseau de télécommunications, et également des enjeux qui sont de nature économique. Voilà ce qu'on pourrait dire pour ce premier document. L'objectif dans ce corrigé court n'est pas de vous faire une lecture évidemment intégrale du document. Document 2, The Conversation, Ariane 6 et les nouveaux lanceurs spatiaux.
Réaction qui est assez intéressante, on notera le James Webb Telescope, alors c'est pas les éléments en grand, hein. Comme les sujets ne sont pas encore en ligne, ce sont des sujets que nous avons récupérés auprès d'étudiants, mais ne considérez pas que les éléments surlignés viennent de moi. Les éléments surlignés viennent des dossiers tels que nous avons pu les récupérer parmi les élèves qui ont passé le concours. Je vous remercie. L'allusion à la page 6 au James Webb Telescope, c'est assez intéressant, vous verrez que je l'ai proposé en introduction, pour voir qu'en fait la conquête à l'espace, c'est aussi la capacité à voir dans l'espace, dont le rôle des télescopes, c'est un télescope qui est embarqué, c'est-à-dire c'est pas un télescope sur Terre, et les télescopes qui sont très anciens, qu'on trouve dès l'Antiquité, sont toujours des télescopes qui sont de l'espace, qui évidemment permettent une meilleure vue. L'autre point qui est important, et là c'est le point qui est surligné en milieu de page, c'est la question des lanceurs, avec une définition qui est donnée après. On ne reviendra pas en détail dans le corrigé, mais savoir ce qu'un lanceur est la notion est un point qui apparaissait dans le dossier et que je vous invite à relever. Quand il y a une définition, moi je note définition, après tout dépend de la longueur de la copie, mais dès lors qu'il y a des termes techniques, qu'est-ce qu'un lanceur? Ça peut justifier une fusée au lanceur est un empilement de pièces et une chance pour former un étage. Pourquoi c'est important? Parce que justement, un des aspects de SpaceX, on le verra, c'est de pouvoir réutiliser avec une économie en réutilisant un certain nombre d'éléments faisant baisser les coûts. Si on continue sur la page suivante, on voit un autre élément qui sont les moteurs. Là aussi, dans un dossier, le fait que vous ayez des sous-titres, des titres intermédiaires, que vous ayez des graphiques, là cette fois-ci vous avez le concept, vous voyez, d'Ariane Espace, avec la notion donc de la fusée, la notion de la désintégration, la notion du moteur, tout cela vous permet d'avoir une idée de ce qui devrait être dit. Et vous avez, c'est la fin de la page, le concept d'émission des coûts. Là aussi, l'enjeu économique, la course à l'espace, c'est faire mieux au moindre coût, c'est une logique de performance qu'on trouve dans toute politique publique, va être implicitement donné dans cette page 3. Page 4 des lanceurs réutilisables, c'est ce que je vous disais. L'idée qu'un lanceur peut être réutilisé, c'est une diminution des coûts. Attention, vous faites un devoir de géopolitique, bien sûr, et des éléments techniques, bien sûr, il faut que vous les présentiez, ce n'est toutefois pas sur la notion de technique que vous ferez la différence. Et là, on a un élément qui est absolument fondamental, c'est après le paragraphe « Le grand jeu de l'égo-spatial international », où on précise qu'il y a de véritables coopérations internationales, ça c'est extrêmement important, c'est un vecteur de puissance internationale, le spatial, mais c'est également un facteur de concurrence, et ça nécessite des coopérations. En l'origine, et ce qu'on voit dans le deuxième paragraphe, ce sont les pays européens. Une vingtaine de pays, parmi ceux membres de l'Union européenne, ont développé des programmes spatials. Et autre chose, c'est le avant-dernier paragraphe, des retombées pour d'autres secteurs, des retombées qui peuvent servir d'autres secteurs en France, c'est-à-dire un enjeu économique qui dépasse la seule dimension, j'ai envie de dire, de la course à l'espace et du secteur spatial. Mais là aussi, que les nouvelles technologies aient un effet de diffusion sur l'ensemble d'économies n'est pas totalement nouveau, ce n'est pas propre à l'espace. Page 5, IRSEM, SpaceX 20 ans de révolution spatiale. Première chose qu'on voit déjà, on précise qu'est SpaceX, ça c'est quelque chose qu'il faut voir, le dossier normalement s'auto-suffit. Bien sûr, si vous connaissez le dossier, vous gagnez du temps dans sa lecture. Au cas où vous ne saurez pas ce qu'est SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, qui est un acteur privé sur les lanceurs spatiaux, de fusées et d'engins spatiaux, vous l'avez, il maîtrise l'ensemble des chaînes, c'est-à-dire la conception, la fabrication et le lancement. Le point qui est important, c'est le deuxième paragraphe, vous avez le nombre de lancements internationaux, on le reverra dans d'autres documents, ce qui apparaît de manière récurrente peut légitimement figurer dans la copie, et un des critères, c'est celui effectivement du lanceur. Vous avez ici des éléments statistiques. On apprend également qu'il y a la question du coût des lancements, donc on y revient, et on apprend également qu'il y a le Falcon 9, donc là, l'Europe fait appel à SpaceX, ça renvoie à l'idée que la coopération, certes, la concurrence n'exclut pas la coopération, on voit déjà, vous le verrez, j'anticipe sur ce qui sera le plan de la copie. Autre chose, SpaceX a permis aux États-Unis de ne plus dépendre de la Russie, donc l'idée d'un monopole dans certains points. C'est pas inintéressant, puisqu'en fait, dans le contexte de la guerre en Russie et en Ukraine, il va y avoir effectivement une interruption de la coopération scientifique spatiale entre la Russie et l'Union européenne. La constellation Starlink, je vous en parlais, c'est le dernier paragraphe de cette deuxième colonne de cette page. Vous savez ce que c'est une constellation de satellites, et c'est l'un des points qui présente SpaceX par rapport à d'autres interlocuteurs. Les aspects de sécurité nationale. Vous passez une copie de géopolitique, du concours de la DGSE. Dès que vous voyez des éléments qui touchent à la souveraineté, à la sécurité, à la défense, on attend que ce soit rempli, et c'est là qu'on va prendre le projet Starship. Enfin, vous apprenez également que les États-Unis, en particulier, une autre crainte, c'est qu'il y a la pollution lumineuse. À ce stade, vous verrez que c'est un point environnemental qui apparaît peu, c'est pas directement la course à l'espace. Pour moi, ça fait partie des éléments qu'on peut mettre ou ne pas mettre dans la copie.
Deuxième point, la territorialisation de celle-ci, la territorialisation de l'espace. Ça, c'est un point important. Là, c'est là que les connaissances extérieures sont importantes et que nous vous les donnons dans le support de cours de l'ISP. La notion de bien commun, c'est-à-dire de bien de l'humanité qui n'appartient à personne. C'est le cas de la Lune et des objets extra-atmosphériques. Il y a la question du droit de l'atmosphère. L'idée d'une territorialisation de l'espace, c'est-à-dire qu'en fait, l'occupation de l'espace sur des orbites avec des fusées permet d'occuper un espace qui aujourd'hui relevait plutôt du droit commun. Donc on a une illusion au droit de l'espace. Enfin, le droit des conflits armés pourrait-il être invoqué dans l'espace? C'est une question qu'on voit également avec l'idée des cyberconflits. Aujourd'hui, les cyberconflits ne sont pas régulés comme la guerre conventionnelle. En tout cas, les conflits armés s'expriment sur de nouveaux champs, dans de nouveaux espaces, et l'espace est l'un d'entre eux. Page 7. La conquête spatiale vers l'infini et au-delà. Alors, on rappelle donc le lancement de la mission Artemis 1, l'agence spatiale américaine. On rappelle également la capsule Orion qui avait été lancée pour amener des astronautes plus loin que l'espace. Là, on retrouve une idée qui est assez connue, c'est dire que la conquête spatiale, c'est l'idée d'une prouesse technologique de l'homme dans la Lune. On a des aspects bien sûr stratégiques, de concurrence entre puissances, des usages militaires, parce que ça peut être de la surveillance, évidemment, le satellite, mais on retrouve aussi des aspects scientifiques et aussi, j'ai envie de dire, de grandeur nationale. On les reverra pour l'Inde ou la Russie. Cette idée est déjà clairement évoquée, page 7 du document. L'idée qu'il faut des ressources, bien sûr, sur une mission spatiale, il faut que les astronautes ou les cosmonautes ou les taïkonautes, ça dépend si on parle chinois, russe ou américain, il faudra effectivement qu'ils disposent d'un certain nombre de ressources. Donc l'idée du coût énergétique, de la propulsion et ensuite de disposer de propres ressources. La Lune, alors c'est pas dans le dossier, mais c'est probablement et sans doute né d'une collision de la Terre avec peut-être une planète jumelle. En tout cas, la Lune, c'est un extrait de morceaux de la Terre. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que la géologie est très proche. Il y a très probablement de la glace dans le sol lunaire. Et c'est pour ça que le document dit à la fin du premier paragraphe de potentiels gisements de glace dont on pourra tirer de l'eau, de l'oxygène et du carburant. L'idée des ressources, de la prouesse technologique et l'utilisation figure ici. Deuxième paragraphe, les calculs politiques, coopération internationale, contrats spatiaux et emplois qualifiés. L'idée que c'est un secteur cher et surtout, que l'idée de la conquête de Mars passe déjà par la Lune, voire de la conquête d'autres planètes. Donc on retrouve à nouveau cette idée qu'on a déjà dans le document précédent, l'idée de l'homme, qui est un être explorateur. Finalement, la dernière frontière, c'est l'espace. Je ne dirais pas tout à fait parce que les fonds marins, la fosse des Mariannes, c'est une incise, est aussi peu connue. Donc, si on regarde ça, les difficultés, les années de retard, c'est des projets qui sont lourds, qui nécessitent aussi des choix budgétaires, ça peut être une des limites, et le but de tels exercices, c'est l'avant-dernier paragraphe, n'est pas tant de créer des humains que de mettre à l'épreuve tout le reste, des outils qui manieront. Pourquoi sur la Lune? La Lune, c'est une première étape, en raison de la proximité, pour aller vers Mars. Ce n'est pas dans le dossier, mais il faut savoir que le temps de la communication vers Mars peut dépendre bien sûr de la position des planètes autour du Soleil, mais prend plusieurs dizaines de minutes. La Lune, c'est moins d'une minute, c'est en secondes que ça se mesure. Et donc l'idée aussi d'une communication, c'est-à-dire de pouvoir intervenir sans forcément demander que la Terre intervienne, est un aspect qui apparaît. Bref, ce que je dirais dans ce document, c'est la prouesse scientifique et technologique. Document 9. Ce que je trouve intéressant, c'est le troisième paragraphe. Le programme Artemis a pris sa forme actuelle sous l'impulsion de Donald Trump, poursuite par Joe Biden. On voit ici le rôle des chefs d'État. On est typiquement dans le domaine du régalien, de la souveraineté nationale, et souvent c'est un facteur de puissance nationale. On rappelle aussi que ça ne va pas sans heurts, sans échecs. On verra, il y a un document sur Luna, une fusée Luna qui s'est écrasée sur la Lune, c'est pour la Russie, mais on voit déjà le cas d'Apollo 13, Columbia, avec les membres de l'équipage qui sont morts lors de leur retour dans l'atmosphère. C'était aussi un des drames. C'est un domaine où la certitude, le succès n'est pas totalement garanti. L'aérospatiale met en place énormément de compétences dans différents domaines, et là aussi, les aléas budgétaires, les retards, les aléas, y compris moraux, avec le risque de perte de personnes, enfin de pertes humaines, sont des éléments importants, mais on retrouve les pertes humaines d'ailleurs dans une problématique qui est assez proche de celle de la défense. Enfin, les investissements considérables, c'est le dernier paragraphe de cette page. Puisqu'on parle justement d'éléments de puissance, c'est l'Inde, l'idée d'un rover indien sur la Lune, mais qui en même temps précise que si l'Inde a été capable, fait partie des puissances capables d'aller sur la Lune. Elle n'a pas encore envoyé d'humains dans l'espace. On verra ici que les puissances spatiales et les critères, ce sont des critères qui sont multiples, qui ne sont pas non plus uniformes. Enfin, une allusion, c'est le dernier paragraphe avec le sommet des BRICS,
à Johannesburg, un facteur sur l'unissage de Vikram, on dit Vikram, on dit pas le Vikram, c'est un élément qui participera dans l'idée géopolitique c'est-à-dire des BRICS, qui conteste la suprématie occidentale, c'est un facteur de puissance, rien de très surprenant pour ceux qui connaissent l'Inde, en sachant que Narendra Modi est un nationaliste. Les éléments aussi qui sont importants, et ça c'est la page 11, c'est qu'on verra qu'il y a énormément de coopération entre la France et l'Inde, coopération avec les États-Unis, coopération même avec la Chine, donc l'adversaire stratégique. Bref, l'Inde, puissance moyenne, c'est l'élément en gras, c'est le deuxième élément en gras de cette page, qui a de multiples cordes à son arc, présence du G20, élargissement des BRICS, bref, la puissance spatiale en tant qu'élément d'intervention s'inscrit dans un champ qui est beaucoup plus large, qui est celui de l'affirmation de la puissance. Et également, dans un champ géopolitique, c'est le dernier paragraphe, les BRICS sont une contestation de l'ordre international. Le but de l'Inde, qui n'est pas un membre permanent du Conseil de sécurité, qui estime que le nouvel ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale doit être revu, la puissance spatiale y contribue. Page 12, la sonde Luna 25 s'est écrasée sur la Lune. Ça renvoie à l'idée, après Donald Trump, à Narendra Modi, cette fois-ci voulait dire Poutine, donc l'implication des leaders, cette fois-ci c'est un échec. Un échec qui doit toutefois être relativisé, dont les explications vont être données, une difficulté d'innovation technologique, un problème de coût, mais également le fait que l'aérospatiale, ce n'est pas un domaine de certitude à 100%, d'ailleurs comme la justice, on a une probabilité de réussite qui est de 70%. Et on apprend aussi, c'est 3 paragraphes à la fin de la coopération avec l'Union européenne, c'est-à-dire un jeu qui à la fois permet d'affirmer, mais également jouer sur des coopérations afin de la coopération Russie-Union européenne. Le chapitre sur les causes de l'échec est celui qui est surligné ici. L'élève qui nous a passé sa copie, pour le coup, là, vise tout à fait juste. Alors, nouvelle forme de compétition dans l'espace. On a vu la coopération, on a vu la compétition. On revient sur le premier paragraphe sur le nombre de lancements. On revient dans le deuxième paragraphe sur l'habiter l'espace. On revient aussi sur l'idée de l'appropriation de l'espace, c'est-à-dire du droit de l'espace. Bref, des éléments qui se répètent et qui vous permettent de savoir que nous sommes probablement sur des éléments qui auront vocation à figurer dans la copie. L'espace comme infrastructure d'information, c'est l'idée de dire qu'il y a plusieurs couches, que l'informatique, l'aérospatiale, c'est aussi un élément dans le domaine de la communication, et c'est le dernier paragraphe avec le technico-économique. Pour revenir au premier paragraphe, à nouveau les méga constellations, donc on sait que c'est de satellites, pas seulement Elon Musk, mais aussi Jeff Bezos. La nécessité d'une adaptation collective montée à la montée des politiques spatiales, donc on voit qu'il y a la question du contrôle du trafic spatial, ça c'est intéressant, sur toute question internationale il y a des risques, des menaces, des opportunités, mais aussi l'intérêt d'une coopération pour faire face à certains risques, à savoir ici le contrôle du trafic spatial. Donc il y a des risques et des menaces qui font l'objet de la deuxième partie de cette copie, de cette page, et qu'on retrouvera, c'est-à-dire un espace d'opportunité, mais une logique, une stratégie de défense, et bien sûr une posture défensive pour faire face à certaines menaces, mais aussi des capacités offensives, qui sont évidemment beaucoup moins affirmées spontanément, notamment par les puissances occidentales, mais qui existent. Une posture de défense prévoit aussi d'être dans une posture offensive. Mais là, en tout cas, ce sont les risques et les menaces. Sur les dynamiques nouvelles et les futures concurrences, on retrouve l'idée de la capacité, de la montée en puissance militaire, c'est-à-dire la notion de couche spatiale, et à nouveau de voir qu'il y a une réévaluation des secteurs mondiaux, la problématique des coûts qui apparaît dans la deuxième partie de la page, et vous verrez également le secteur de l'information, donc un domaine économique qui n'est pas seulement lié à tout ce qui relève de technologie. Page 18, l'alliance Microsoft-SpaceX. Si SpaceX est l'acteur privé le plus connu, Microsoft y joue aussi. D'autres acteurs veulent intervenir. Amazon qui va avoir sa propre constellation. Donc pour le secteur de l'information et pour les acteurs privés, le spatial présente son propre intérêt. Et on reprécise aussi, c'est la fin du premier paragraphe de cette partie, l'importance de l'investissement initial. Ici, triptyque, secteur d'information, investissement public spatial, c'est dit très clairement. On attendra que ce soit dans la copie. On apprend que la Chine va avoir sa propre constellation de satellites, mais que l'Europe a aussi tendance à mener sa propre constellation. C'est le deuxième paragraphe de cette page, autant d'éléments qui pourront être repris. Dernière page de ce document, vers une nouvelle géopolitique de l'espace. L'idée centrale ici, c'est que le reflet de la confrontation États-Unis-Chine se retrouve dans le domaine spatial. Et on retrouve, c'est la toute fin, habiter l'espace, ouverture classique dans un article sur un sujet, vous connaissez ça pour vous tous qui faites des dissertations. La mise en œuvre de la stratégie spéciale de défense française vers la maîtrise de l'espace. Stratégie spéciale de défense française, le SSD ou la SSD. Quand vous avez des éléments qui concernent la France, on attend clairement que tout ça figure dans la copie.
Donc, on apprend qu'il y a des pays qui ont une doctrine de l'espace, on le verra dans la suite du document, ils ont été les premiers à la définir, on a à la fin du document la liste des doctrines spatiales, la France est intervenue, l'idée c'est de garantir les bénéfices spatiaux et de nier ces mêmes moyens aux adversaires, c'est-à-dire avoir les avantages, c'est la dernière paragraphe de cette page avant les notes, mais également la possibilité que ces technologies ne soient pas celles des adversaires puisqu'ils pourraient l'utiliser. Et c'est là qu'on voit l'élément qui est fondamental sur un sujet de géopolitique, l'aspect à la fois défensif et offensif. C'est le sens du deuxième paragraphe, à la fois connaître les menaces, mais également de véritables actions militaires dans l'espace et porter une doctrine nouvelle. L'espace n'est pas seulement un espace de confrontation où nous serions finalement des victimes passives, c'est aussi un espace où nous pourrons agir de manière offensive. Certes, ce n'est pas ce qui est mis en avant pour le discours. La défense, comme son nom dit, vise à se défendre. Toutefois, il peut y avoir des concepts, notamment par exemple la mise en cause de la souveraineté, qui peuvent justifier ce type d'intervention. Les données spatiales qui soutiennent les données de combat, c'est un élément qui avait été connu, à savoir que SpaceX avait été utilisé dans le cadre du conflit en Ukraine par Elon Musk par soutien à l'Ukraine, mais après avec des limites, pour ne pas non plus aboutir à une intervention sur les territoires russes. L'idée que les données spatiales sont des données de combat sont liées aux données militaires, vous le retrouvez ici dans la dernière page dans le dernier paragraphe de cette page. Voilà, ici vous avez le fonctionnement, le schéma simplifié du fonctionnement du drone Predator. Vous avez aussi le rôle des satellites militaires. Je dirais que c'est la continuité, cette page, de l'idée précédente. Vous pouvez revenir sur le rôle des drones, que vous pouvez tout à fait évoquer. À un moment, il y aura forcément des choix de synthèse. Ce sont des éléments que l'on peut tout à fait voir, analyser et utiliser. L'espace et ses satellites comme facilitateurs stratégiques, c'est l'idée, le tout début de cette page, qui à mon avis est un point important, l'idée des futurs conflits. Si vous ne l'avez pas vu, que l'espace ce n'est pas seulement un facteur de prestige, c'est aussi un domaine où peut se déployer, se déporter la concurrence mondiale, vous le revoyez clairement ici. Enfin, on parlait des lancements de satellites, là vous avez le texte, puis le graphique. On voit qu'il y a une augmentation exponentielle, on retrouve la problématique, à savoir la sécurité de l'espace, d'intérêt, et vous avez surtout des chiffres. Si vous ne les aviez pas, vous auriez pu utiliser le graphique, mais 1482 satellites lancés en 2022, alors qu'on était à 200 par an dans la décennie précédente, ça donne à peu près l'idée que c'est également un enjeu de la course à l'espace. Les débris orbitaux, là aussi, l'idée qu'il y a des menaces, on a vu qu'il y avait la sécurisation des routes spatiales, les questions des débris, savoir le syndrome de Kessler, c'est le risque d'une réaction en chaîne de collision qui évidemment va menacer, puisque les satellites ont aussi un rôle dans l'industrie de la communication. Bien sûr, les technologies des limitations ne sont jamais totalement totales, mais on a une problématique pour le secteur de la défense sur le troisième paragraphe qui se présente ici. L'idée également qui est nouveau, ça c'est ce qui se faisait par rapport à la guerre froide, c'est que le domaine de l'espace est un domaine sanctuarisé, c'est-à-dire d'où l'idée de la Lune et les objets extra-atmosphériques où il n'y a pas de compétition d'appréciation de l'espace. Le fait que la Chine ait réussi à détruire un satellite par un missile anti-satellite veut dire qu'aujourd'hui, les systèmes de missiles anti-missiles peuvent également se déployer dans le domaine spatial. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau, qui montre également que les considérants classiques de la guerre froide sont amenés à évoluer. Ça pourra aussi tout à fait figurer dans la copie pour montrer en quoi on a donc une rénovation, du moins une évolution des enjeux stratégiques et des risques. Puisque si demain la Chine détruit son propre satellite, évidemment l'idée c'est qu'elle pourrait détruire un satellite hostile. Page 25, vous avez surtout la liste des stratégies nationales. Ici, vous présenterez celle de la France. L'avantage de ce document, c'est qu'il ne se limite absolument pas à présenter les stratégies françaises. Elle en présente d'autres. Il est assez difficile. Alors, c'est celles qui sont en présence. Vous avez vu qu'il y a le commandement de l'espace qui relève de l'armée de l'air et de l'espace. C'est une des innovations du premier quinquennat du président Emmanuel Macron. Ça fait partir des éléments qui pouvaient être donnés. On voit que la France n'est pas dans les toutes premières, puisque les forces aérospatiales VKS, la doctrine militaire russe, c'est dès 2015. La Chine et les États-Unis englobent le pacte 2016 sur le système actuel. La France le reconnaît également un commandement de l'espace. On verra, vous voyez dans ce document, ce n'est pas forcément une originalité française. En tout cas, ça fait toutefois partie des éléments qui peuvent évidemment être mis en avant et qui ont intérêt d'être mentionnés. Spatial de défense émergisse du New Deal qui apporte un dynamisme inédit. On retrouve à nouveau la logique de création des guerres froides. On a à nouveau le tir anti-satellite par la Chine. Alors c'est la deuxième fois dont on en parle. L'arsenisation de l'espace, quand vous avez des éléments qui reviennent de manière aussi récurrente, notamment en termes de menaces, vous doutez que ça devra figurer dans la copie. Pas de stratégie offensive, mais une défense active. Vous notez
toutes les subtilités entre la défensif et l'offensif, et l'idée de comment maîtriser la menace à caractériser, c'est le dernier paragraphe. Si vous ne l'aviez pas, on est spatial de défense, on comprend parfaitement que l'espace est un espace d'opportunité pour la communication, pour l'information, pour la technologie, pour la défense, mais c'est aussi un espace qui est lourd d'un certain nombre de menaces. Deuxième volet, se protéger et manœuvrer. L'idée, c'est effectivement de disposer de sa propre flotte de satellites. Et enfin, l'idée que c'est une opportunité, là, c'est des éléments qui ne sont pas en gras, c'est après, outre Yoda, c'est le deuxième paragraphe, c'est une vraie opportunité. En mars dernier, l'Union européenne, c'était une stratégie spatiale, ça c'est intéressant. On avait une stratégie spatiale française, mais pas exclusivement. L'Union européenne, à peu près, des problématiques qui sont proches et propres. Enfin, la crise des lanceurs avec la fin de l'utilisation des Soyouz à Kourou, donc qui est la base de lancement en Guyane, on suppose que vous le connaissez, même si vous n'êtes pas familier, et l'absence de coopération avec la Russie qui montre aussi que, bien sûr, les coopérations qui sont nécessaires, notamment pour les acteurs qui ne maîtrisent pas l'ensemble des chaînes, et même ceux comme les États-Unis étaient dépendants pendant longtemps des lanceurs russes, on voit qu'à la fois la coopération n'exclut pas la compétition, elle tient compte des données géopolitiques. Le conflit russo-ukrainien a abouti, dans ce domaine comme en d'autres, à remettre en cause la coopération entre l'Union européenne et la Russie. Station spatiale, exploration de la Lune, rover sur Mars, que vaut le programme spatial chinois? Là, vous avez un document qui est très clair, qui rappelle où on est la Chine. La conquête de la face cachée de la Lune, on est dans un domaine où il faut être les premiers, les découvreurs, c'est le principe des découvertes, c'est comme le premier qui atteint le pôle Nord. On est dans un domaine effectivement de compétition qui là joue sur la face cachée de la Lune. L'idée d'un robot chinois sur Mars, où la Chine s'affiche comme le deuxième pays sur les robots, et surtout des années de retard rattrapés. Le programme spatial chinois a fait des progrès considérables, avec déjà une coopération avec la Russie avant de maîtriser l'ensemble des données. C'est le deuxième paragraphe, après des années de retard rattrapés. La Chine est depuis 2018 une puissance spatiale confirmée autonome, point qu'on attend de voir, l'autonomie et la puissance. Les écarts de budget avec quelques données budgétaires que vous pourrez utilement rappeler. Et on fait la conclusion, alors là, elle apparaît très clairement, c'est dans les sous-titres, la deuxième puissance spatiale, qui n'est donc plus la Russie, qui a longtemps été le grand concurrent presque à parité avec les États-Unis, et qu'aujourd'hui, finalement, en termes d'attractivité, on est finalement dans une pratique qui n'est pas propre au spatial, on retrouve dans la défense chinoise, on retrouve dans le produit intérieur brut chinois, mais là c'est plutôt la défense qui nous intéresse. La Chine est aujourd'hui deuxième, et elle vise à dépasser, à atteindre la parité avec les États-Unis. C'est bien sûr ce qui est dit dans le dernier paragraphe, en citation, et que vous pourrez reprendre. Voilà, j'ai essayé de faire une lecture de ce dossier aussi synthétique, rapide que possible. Dans le plan détaillé, je ne reviendrai pas à tous les points. Il est évident qu'en tout cas, cela peut vous donner un certain nombre d'éléments d'analyse et de points de repère. Alors, j'en viens maintenant au plan du corrigé proposé. Tout devoir doit se commencer par faire une mise en bouche, une approche qui montre l'intérêt du sujet. Là, j'ai commencé par James Webb Telescope, qui est un élément d'affirmation de la suprématie américaine, mais où sont interconnectés les enjeux scientifiques et stratégiques. Bien sûr, il y a l'idée d'être le premier d'avoir un télescope dans l'espace avec un degré de résolution, une moisson de données, mais c'est aussi un élément géopolitique où l'élément scientifique n'est pas indépendant de la puissance américaine. La problématique, elle devrait être formulée. Quelles sont les modalités actuelles de la course à l'espace? Y a-t-il une continuité, une rupture, notamment par rapport aux périodes de la guerre froide? C'est là qu'on voit que, par exemple, des questions comme les satellites, enfin, le premier satellite anti-satellite lancé par la Chine a son importance. Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs? Donc, en fait, c'est classique. En quoi consiste la course à l'espace? Qui l'a fait? Quoi? Comment? Ce sont les éléments qui devront figurer. Et bien sûr, à l'introduction, l'annonce du plan. Alors, le plan, moi je l'ai fait assez simplement. J'ai montré que c'était un espace de confrontation, ce sera le grand 1, mais que c'est aussi un espace de coopération. Pourquoi cette dualité? On voit très bien que dans le dossier, qu'il s'agisse de la coopération européenne, des coopérations qu'a menées l'Inde, y compris avec son rival stratégique qu'est la Chine, ou même le besoin de la France de coopération pour les lanceurs russes, pour Ariane avec Soyouz, et ensuite pour longtemps par la Russie avant l'émergence de SpaceX, on voit très bien qu'il y a également un espace où la coopération est un enjeu possible. Le grand 1, les enjeux stratégiques, technologiques et économiques de la course à l'espace comme lieu de confrontation entre puissances. Déjà, je montre que c'est une question qui n'est pas seulement une question stratégique, j'aurais pu mettre aussi les enjeux informationnels, c'est dans la technologie, de la course à l'espace, donc déjà de montrer pourquoi une course à l'espace, quels sont ses intérêts, puisque qui dit puissance dit compétition dit intérêt, et ensuite de voir que véritablement c'est une confrontation entre puissances, quelles sont les puissances émergentes, en quoi y a-t-il des alliances et des reconfigurations, et ce qui nous amènera d'ailleurs vers la transition.
Grand A, l'implication des intérêts stratégiques, scientifiques et économiques. L'idée des coûts, elle a été soulignée. L'idée qu'il y a également des aspects informationnels. L'importance de disposer d'une autonomie sur l'ensemble des secteurs, sur l'ensemble du moins de la chaîne de production, avec l'ensemble des, je dis secteurs, on aurait pu dire l'ensemble des secteurs industriels. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. D'où la question qui apparaît à plusieurs fois, j'ai insisté dessus dans la copie, sur les lanceurs. Cette confrontation se traduit grand B par une nouvelle hiérarchie des puissances dans l'espace de confrontation, donc je ne me contente pas d'évoquer les confrontations et les menaces, mais de montrer également quelles sont les puissances qui sont en avant. Les États-Unis restent le leader, c'est assez dit si le dernier document vous invite un doute, il vous le confirme, devant la Chine, avec un recul relatif de la Russie. N'enterrez pas la Russie. Les échecs, il y en a d'autres. On l'a vu pour les États-Unis en 2003. Mais la Russie, ce n'est pas tant qu'elle ne progresse plus, c'est que les autres pays se développe plus vite et que son avance relative a été en quelque sorte compensée. C'est l'idée de la compensation chinoise, qui est une des idées également phares du dernier document. D'autres pays arrivent, l'Inde, l'Union européenne, vous pouvez les citer. L'Inde, bien sûr, a été capable d'envoyer une sonde sur la Lune, elle est 4e, mais elle n'a toujours pas envoyé d'humain dans l'espace. Et l'Inde a aussi cette capacité à maîtriser l'ensemble des chaînes, l'ensemble des domaines de la course à l'espace. Autre point, expression d'une bipolarité États-Unis-Chine. J'aurais pu rajouter également d'une remise en cause de l'hégémonie occidentale, l'idée que les BRICS, que Vikram était effectivement par un sommet des BRICS à Johannesburg, étaient des éléments qui pouvaient être évoqués. Donc c'est-à-dire voir bipolarité, multipolarité, reconfiguration géopolitique. Alors, je précise tout de suite, la copie, elle fera 5 à 6 pages manuscrites. Là, il ne s'agit pas de vous donner un corrigé détaillé, de toute façon vous avez assez d'éléments au début, mais de voir les éléments qui auront vocation à figurer. Un focus sur la stratégie française et européenne, parce qu'en fait les deux sont absolument indissociables. Bon, j'insiste pas, vous donnerez également les moyens, vous donnerez également les atouts, c'est-à-dire le lanceur de fusée Ariane à Kourou. Des menaces, mais aussi des possibilités de mener des actions offensives. Vous notez bien que j'emploie beaucoup de prudence, possibilité de mener des actions offensives. La stratégie de défense, c'est aussi une capacité à répliquer un ennemi. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, vous n'allez pas l'écrire parce que vous éviterez les lieux communs. Mais en tout cas, s'il y a des menaces, identifiez-les. Et identifiez-les, donc un lieu d'affrontement, l'espace comme lieu d'affrontement, aussi bien que l'espace cyber, sont des points qu'on attendait. La partie de coloniser l'espace, j'en ai fait une transition. Parce que finalement, c'est des enjeux, mais c'est pas les enjeux majeurs de la course à l'espace. Enfin, en tout cas, c'est pas les enjeux géopolitiques majeurs. Bien sûr, coloniser l'espace, en fait, c'est un problème si demain, un pays mène une guerre depuis Mars ou une colonie. On n'en est pas là. Ou de façon intermédiaire, ce que prévoit SpaceX, c'est-à-dire des stations navales, des stations orbitales habitées en permanence, avec la possibilité finalement non plus seulement de mener des phases de recherche qui peuvent durer en semaines ou en mois, mais sur des périodes en années, c'est-à-dire sur la durée d'une vie. Bref, la perspective de coloniser l'espace, et l'espace c'est pas seulement d'autres planètes, c'est l'espace extra-atmosphérique, soutient le rêve spatial et fait de la conquête de l'espace un facteur d'affirmation de la grandeur nationale. L'idée que c'est un facteur de puissance, de souveraineté, est un point qui est important pour expliquer les confrontations. On aurait pu parler ici du rôle de Donald Trump, de la conquête sur la Lune, des enjeux et des limites technologique, c'est-à-dire du fait que la réussite n'est jamais totale et qu'ensuite il y a effectivement des coûts avec des retards. C'est autant d'éléments que vous pouvez figurer dans le grand 1, mais que vous pouvez aussi réinsérer dans la transition. La transition est courte, la transition n'a pas la longueur d'un paragraphe A ou d'un paragraphe B. La complexité des programmes spatiaux explique la montée en puissance des acteurs privés et l'émergence de stratégies de coopération. Donc on revient sur le quoi, c'est toujours les mêmes questions, sur une copie, qui, que, quoi, où, pourquoi, comment, limite. Le positionnement d'acteurs privés, il y a une plus forte acceptation du risque économique sur des secteurs d'activité à fort potentiel, ça c'est important. Les échecs, c'est l'État notamment, que des échecs avec des morts, malheureusement le drame de 2003, fait qu'il y a une moins forte acceptation et surtout il y a un risque politique. L'économie se fondant, une marché sur l'opportunité de la maximisation du profit, des acteurs voient dès lors qu'ils ont une mise initiale la possibilité d'accepter un certain nombre d'échecs. Ce n'est pas dit dans le dossier, mais SpaceX a accumulé les échecs avant de réussir. C'est pas propre à SpaceX, ça avait été le cas pour d'autres pays dans la conquête spatiale, mais il y a une plus forte acceptation du risque parce qu'il n'y a pas sa dimension politique. Des segments d'activité à fort potentiel, c'est pas un hasard que soient les lanceurs et pas le James Webb Telescope. Elon Musk ne va
pas lancé, en tout cas pas dans l'immédiat au regard des besoins et du retour sur investissement, quelque chose de pur utilisage industriel, surtout que le James Webb Telescope le fait. Donc ce sont certains segments sur lesquels les acteurs privés vont intervenir. C'est pour ça, ne vous contentez pas de SpaceX, on a vu Microsoft, Amazon, là aussi vous réévoquez la nécessité de coopération, vous pouvez aussi montrer les intérêts économiques par rapport aux constellations de satellites, par rapport aux moyens informationnels. Grand B, c'est pas grand A, hein, c'est grand B des coopérations nécessaires. Pourquoi je le garde par la fin? Parce que c'est pas forcément ce qui est plus évident et on attend une gradation. Souvent, les choses les plus évidentes sont plutôt en début de copie et les éléments d'analyse un peu plus poussés figureront plutôt à la fin. Donc des coopérations nécessaires, surtout pour les acteurs qui ne disposent pas d'une totale autonomie de l'ensemble de la chaîne, l'Union européenne, qui rend cohérente, nécessaire une coopération à l'échelle européenne, la question de la dégradation des relations avec la Russie, qui a justifié pour l'Union européenne de disposer aussi de sa constellation de satellites, mais la Chine a la même problématique. Un exemple topique, l'Inde, il est cité, hein, c'est une page du document, et avoir même une alliance avec l'archirivale qui est la Chine en dit assez long. De voir que ce sont des sujets d'intérêt commun, la sécurité aérospatiale, la gestion des prix, je n'y reviens pas, c'est là que vous pouvez aussi avoir des éléments environnementaux qu'on avait évoqués. Enfin, de montrer que ça reste un secteur de coopération scientifique internationale, je l'ai mis à la fin, ça aurait pu être ailleurs, hein, il n'y a pas d'organisation, de hiérarchie de là où sont les normes, où sont les idées, il faut que l'ensemble des documents essentiels figurent. C'est lors que c'est une coopération scientifique internationale, c'est pas propre à l'espace, bien sûr, il y a de la compétition, mais cette coopération, l'idée d'une coopération, et pas seulement de coopération, j'en dirais entre États, mais de coopération scientifique, à un moment doit figurer dans la copie. La conclusion vers une réforme du droit de l'espace, est-ce qu'il y a une appropriation nationale ou est-ce que ça reste dans les biens communs? Là, vous pouviez aussi donner des éléments communs sur le traité, sur la Lune et l'espace extra-atmosphérique, ils étaient tout à fait bienvenus. Les éléments de droit international public sur le droit de l'espace ne sont pas des éléments qui sont récurrents dans la copie. C'est pour ça que je le garde en conclusion. Bien sûr, vous rappellerez que c'est un secteur complexe avec des enjeux, avec de nouveaux vecteurs où le lanceur joue tout son rôle, mais aussi des vecteurs économiques, stratégiques, de puissance, préparer aussi de futurs affrontements, même si la guerre de l'espace, Star Wars n'est pas encore aujourd'hui une réalité. Sont autant d'éléments qui seront préparés notamment par la stratégie nationale française et qui est imbriquée dans la stratégie européenne et qui pose la question, faut-il réformer le droit de l'espace et faut-il rester sur l'idée d'un bien commun que personne ne s'approprie? Au contraire, est-ce que l'appropriation nationale de fait ne devient pas une appropriation nationale de droit, puisque le droit international public n'est que le reflet des rapports de force. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce sujet, un sujet qui est assez riche, qui est un sujet qui est censé intéresser les candidats, qui est de la géopolitique avec des aspects scientifiques, économiques, mais dont on voit qu'ils ne sont pas essentiels. Donc même si vous ne connaissez pas la stratégie des lanceurs, des moteurs, vous voyez que je l'ai évoqué pour la coopération scientifique, je l'ai même pas repris dans le corrigé type, c'est pour vous dire que, même si ça a bien sûr vocation à figurer, hein, ce n'est qu'un plan détaillé, cela vous montre que sur un tel sujet, vous pouviez être en mesure, j'ai envie de dire, d'évoquer un certain nombre de points et sans être un grand scientifique ou un grand physicien, astrophysicien, de pouvoir le traiter. Autre chose, hein, les copies, les notes sont relatives. Si vous êtes un astrophysicien qui a participé au programme spatial, évidemment qu'il aura un avantage comparatif, mais c'est très improbable statistiquement qu'il devienne un indice de la DGSE. Donc j'ai envie de dire que par rapport à des notes relatives, je pense que c'est un sujet intéressant, faisable. Le plan, je vous ai proposé une logique confrontation, enjeu, coopération, nouveaux acteurs. Vous avez d'autres possibilités, mais ce plan me permettait, à mon humble avis, de pouvoir vous permettre de traiter le dossier dans sa complexité et sa richesse. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et peut-être à bientôt avec la prépa ISP. Au revoir.